Salam alaikum, bonjour tout le monde, marhaba bikoum. Alors, nouvelle vidéo, nouveau sujet. Bien sûr, on va continuer le sujet de la dernière vidéo. Juste pour vous rappeler aussi que on s'est arrêté au niveau de la prise ou la capture du pouvoir par Abu Tishfin II, le fils de Abu Hammoud II, Abu Hammoud Moussa II. Donc il était en conflit avec son père, puis il a assassiné son père, donc il a pris le pouvoir. Donc là on était vers 1359, c'est-à-dire le 14e siècle. Alors, après cette date, donc qu'est-ce qui s'est passé à Tlemcen? Il y avait plusieurs conflits. Donc le hukm tawasal, c'est-à-dire le pouvoir s'est continué, il était plus ou moins stable, mais toujours il y avait inqilabat, des coups d'état, flan يقتل flan, عاود l'autre il vient, son cousin il prend le pouvoir. Donc c'était un pouvoir relativement stable, mais toujours est-il, Zama, Tlemcen, la dynastie zéanide, elle va exister, ou là elle va survivre encore 2 siècles après la mort de Abu Hammoud Moussa II en 1359, parce que c'est vers à peu près 1553-55 que les Ottomans vont débarquer à Tlemcen et ils vont mettre fin à la dynastie ziyanide. Ça, c'est un sujet qu'on va le traiter séparément. Avant cela, j'aurais aimé Zama. On va traiter de manière générale la dynastie ziyanide, Tlemcen, quelle était sa position, Zama, d'un point de vue industriel, culturel, afin de mettre la lumière sur certains événements ou là pour comprendre un petit peu Tlemcen comment c'était à cette période-là. Parce que lors de mes dernières vidéos, c'est vrai, حضرتكم بزاف على les conflits ou على بالك des batailles ou là les sièges et tout. Mais là, Inch'Allah, on va se reposer. Je vais, Inch'Allah, vous exposer quelques lignes où je vais décrire Tlemcen d'un point de vue autre que militaire, ou là, autre que politique. Pour commencer, je vous ai choisi une description de Léon l'Africain ou la Hassan Ouzan qui a visité Tlemcen au cours du 15e siècle et dans lequel moi j'ai trouvé, je l'ai cité dans mon livre, vous allez la trouver le premier chapitre de mon livre et j'ai trouvé que c'était un très beau résumé, une très belle description de Tlemcen sur tous les niveaux pour illustrer ou là pour mettre Tlemcen dans cette période sous la direction ou là sous le gouvernement bien sûr les Ziyanides au 15e siècle. Donc il faut rappeler aussi que donc la prochaine fois Inch'Allah on va attaquer les raisons de la qiyam أسباب قيام الدولة الزيانية وأسباب سقوط الدولة الزيانية. Et comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, comme auparavant, que ce soit pour les Almohades ou les Mouhidoun ou les Mourabitoun, donc une dynastie suit un schéma classique, c'est-à-dire une courbe en cloche, avec la croissance, la prospérité, une augmentation, puis comme une stabilisation, tu as le pouvoir en place, et après un affaissement ou là une chute. C'est dû souvent à des conflits à l'hukm. C'est-à-dire ça n'a pas changé. Mais vous allez voir que dans toutes les dynasties, il y avait toujours des disputes à l'hukm. Ça, comme je l'ai dit, ça affecte vraiment les racines, ou là, les piliers et les bases de la dynastie. Inch'Allah, on va les aborder prochainement. Alors, donc, on va décrire Tlemcen d'un point de vue industriel, artistique, culturel, Lyoum, Inch'Allah, au cours du 15e siècle, comme il l'a cité, Léon l'Africain ou Hassan al-Wazir. Donc, paradoxalement, donc, il y avait des conflits, bien sûr, Ben Abu Tishfin ou Aoud Bois, après Abu Tishfin, Ben les cousins et les descendants. Donc bien sûr, malgré le déclin politique qui caractérisa les 2 derniers siècles de la dynastie ziyanide, la vie économique semble être demeurée prospère. Léon l'Africain ou le Hassan al-Wazan, après avoir visité Tlemcen au 15e siècle, nous écrit. Donc Tlemcen, donc lui il l'a appelé Tlemcen. Donc le livre, je vous ai dit que Tlemcen, c'est vrai nous on le dit Tlemcen, mais il y avait plusieurs historiens qui ont cité
ce nom différemment et j'ai donné plusieurs hypothèses à l'origine ou là aux définitions de ce mot. Donc Tlemcen c'est une grande cité royale. Du temps du roi Abou Tishfin, elle parvint jusqu'au nombre de 16 000 feux et si elle était accrue en grandeur, elle n'était pas moindre en activité et honnête façon de vivre. Donc tous les marchands et les artisans sont séparés en diverses places et rues, comme nous avons dit de la cité de Fès. Mais les maisons ne sont pas si belles, ni de telle étoffe et coutange. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, elle était séparée en quartiers. Chaque quartier avait son commerce, avait sa spécialité, avait sa mosquée, le farran, le four, etc., etc. Donc, mais les maisons ne sont pas si belles. Outre cela, il y a de beaux temples et bien ordonnés. Puis se trouvent 5 collèges d'une belle structure ornée de mosaïques et d'autres ouvrages excellents dont les aucun furent édifiés par les rois de Tlemcen et les autres par les rois de Fès, c'est-à-dire les Mérinides. Il s'y trouve davantage un grand nombre d'hôtelleries à la mode africaine, entre lesquelles il est né 2 où logent ordinairement les marchands genevois et vénitiens, c'est-à-dire ils parlent plutôt de Al-Qaysariya. Et sont les murailles merveilleusement hautes et fortes donnant entrée par 5 portes très commodes et bien ferrées, joignant lesquelles sont les loges des officiers gardes et garbelés. Hors de la ville se voient de belles possessions et maisons, là où les citoyens ont accoutumé en temps d'été demeurer par le bel et bas, et qu'on y trouve pour ce qui coûte la présence et belle assiette du lieu, il y a des puits, des fontaines vives d'eau douce et fraîche. Puis, au-dedans, le profit de chacune possession, sans les traits de vignes qui produisent des raisins de diverses couleurs et d'un goût fort délicat, avec des cerises de toutes sortes et en si grande quantité que je n'en vis jamais tant en lieu où je me sois trouvé. Donc, par exemple, il détaille à peu près Tlemcen, il détaille à peu près le Qaysariya, les hôtels, il détaille aussi la plaine de Tlemcen, la beauté de la plaine de Tlemcen d'époque. Donc les habitants de Tlemcen sont divisés en 4 parties, écoliers, marchands, soldats et artisans. Les marchands sont pécunieux, opulents, en possession hommes justes, ayant en singulière recommandation la loyauté et l'honnêteté de leurs affaires, et prenant merveilleusement plaisir à tenir la cité garnie, en sorte que, pour y faire conduire la marchandise, se transporte au pays des Noirs. Donc, l'exportation des pays du Soudan. Soudan, mais chez le Soudan, c'est comme l'Afrique subsaharienne. Alors, les artisans sont fort dispos et bien pris de leur personne, menant une très plaisante vie et paisible, et n'ont d'autre chose que leur revienne mieux que de se donner du bon temps. Les soldats du roi sont tous gens d'élite et soudoyés, suivant qu'on les sent suffisants et mettables, tellement que le moindre d'entre eux touche 300 ducats par mois. C'est énorme, c'est beaucoup. Les écoliers sont fort pauvres et demeurent au collège avec une très grande misère, mais quand ils viennent à être doctorés, on leur donne quelques offices de lecteurs ou de notoires. Ou bien ils se font prêtres. Les marchands et citoyens vont honorablement vêtus et le plus souvent mieux en ordre que ceux de Fès, parce qu'à vrai dire, ils sont plus magnifiques et libéraux. Donc, c'est une très très belle description. Hassan Wazal, où il nous donne quelques indices, quelques détails sur la vie, sur la prospérité, les différentes couches de la société de Tlemcen. Alors, la question qu'on se pose d'abord, c'est-à-dire, quel était le rôle de Tlemcen pendant la période zianide? C'est vrai, elle était le centre du pouvoir du gouvernement, mais quelle était sa position? Sa position non pas d'un point de vue politique, mais d'un point de vue social, d'un point de vue économique. Donc, quelle était cette prospérité? D'où vient-elle? N'injette la prospérité de Tlemcen. Certes, il y avait les commerces et tout, comme on va le voir aujourd'hui, mais aussi il y avait d'autres choses. On ne peut pas faire des commerçants, on ne peut pas faire des élites. Donc, il y avait des collèges, il y avait l'éducation, il y avait l'enseignement, il y avait tout le monde participé à cette prospérité, que ce soit directement ou indirectement. Donc, quelles étaient les fonctions de Tlemcen pendant l'époque zianide? Donc, la fonction administrative. Donc là, on va détailler petit à petit pour que tout le monde puisse comprendre comment Tlemcen, la hiérarchie de Tlemcen, ou là, comment elle était divisée de la société tlemcenienne pendant la période zianide, ce qui a permis, bien sûr, la résistance ou la longue vie de la dynastie zianide.
Donc la fonction administrative et militaire remplie par la cité avait une importance particulière. Elle se manifestait dans la présence d'une riche cour auprès de laquelle étaient accrédités plusieurs ambassadeurs et consuls étrangers. Al-Makhzen, on les appelait le Makhzen, donc personnel administratif du souverain. Donc les chefs militaires, la garde personnelle du prince qui comprenait les mercenaires chrétiens et les troupes en garnison. Donc ça, je l'ai dit, comme j'ai parlé de Hilal Catalani, le catalan, qui était un conseiller, ou là il était un garde rapproché, le sultan Abu Tishfin Ier, et c'est par lui qu'il a organisé l'assassinat de son père Abu Hammou Ier. Alors, le Makhzen. Les Makhzen des premiers sultans ziyanides étaient plus nombreux que ceux des Mérinides. Yarmour Hassan, par exemple, quand il arrive au pouvoir, nomme un vizir, premier ministre, un hajb, on appelle hajb. Il avait la même situation, ou les mêmes pouvoirs qu'un premier ministre actuel. Donc, chef de la maison royale, c'est ça le hajib. Un secrétaire à la correspondance, bien sûr, et un secrétaire aux armées, un ministre des finances et un qadi de la capitale. Ça, c'est très important. Donc, hadi, l'organisation politique, le Makhzen ou là le gouvernement ziyani. Au début, les postes clés du gouvernement étaient donnés à des membres de la dynastie régnante, mais plus tard, des réfugiés andalous et des esclaves chrétiens convertis à l'islam arrivèrent à couper quelques-uns des plus hauts offices de l'État. Ça, c'est vrai, parce qu'une fois l'Andalousie ou là la Reconquista, elle va s'accentuer en Andalousie, donc beaucoup de notables andalous vont débarquer à Tlemcen. Pourquoi ? Parce que donc, les notables, ils étaient les personnes où là, ils étaient ceux qui avaient l'argent pour qu'ils puissent voyager. Parce que quand il y a un conflit politique, les pauvres, c'est les pauvres qui vont payer les pots cassés, comme on dit. C'est eux qui vont subir donc, les exterminations et tout. Mais les riches, donc, ils avaient l'argent. Pourquoi ils sont riches? Donc, soit ce sont des commerçants qui faisaient le commerce avec la Méditerranée, notamment avec Tlemcen, ou encore, c'était des savants, les ulama ou des qadis, c'est comme moi, par exemple, le qadi Ishbili Sid Halwi, qui est venu à Tlemcen, donc parce que lui, sûrement, il avait des contacts sur place avec la population locale, avec qui il communiquait, etc. Donc, ça leur a, les relations, ça a permis, ou là, ils ont permis à les relations à ces notables et à ces riches andalous de venir en premier, d'avoir un appui local à Tlemcen pour qu'ils puissent s'installer une fois ils ont été chassés par les chrétiens en Andalousie. Donc de Tlemcen, les sultans ziyanides gouvernaient un royaume qui s'étendait de Oued Melouia à l'ouest jusqu'à Soumam à l'est. Donc ça veut dire Mjit Mjaya, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, territoire dont les dimensions variaient toutefois quelque peu selon la force de ses voisins. Ça c'est vrai. Dans les régions où l'autorité du sultan pouvait s'exercer directement, ainsi que dans les centres urbains, il était représenté par un gouverneur choisi, notamment de la famille royale. Ailleurs, l'administration des provinces était assurée par les tribus fidèles au pouvoir central et connue sous le nom de tribu Makhzen. Donc ça c'est vrai, c'est vrai il y avait l'ouali c'était toujours un proche le sultan ziyannide, et après dans certaines d'autres régions il y avait des tribus ou la qaba'il, هذيك القبائل الأمازيغية اللي كانت تحكم تاني ولا في بعض الأحيان كانت collaborer مع القبائل العربية sur place. Donc ça c'est l'organisation, donc le rôle les sultans ziyanides, comment ils ont vu ou là, comment ils ont structuré le pouvoir central à Tlemcen. Donc les souverains contribuèrent beaucoup au développement de la vie religieuse et intellectuelle de leur capitale. Donc on l'a vu aussi, ils élevèrent et dotèrent plusieurs mosquées et construisirent de nombreuses madrasas résidences qui comprenaient des cellules pour les étudiants et des pièces prévues pour l'enseignement. Comme dans toutes les villes islamiques du Maghreb, l'école était un élément habituel au paysage urbain, contrairement à la campagne où les écoles étaient soit clairsemées, soit même totalement absentes dans les régions très étendues. Cependant, une partie seulement de la population urbaine avait la possibilité d'aller à l'école. Il n'y avait pas d'école pour les filles et beaucoup de garçons entraient tout jeunes encore en apprentissage. C'est la bourgeoisie qui fournissait à l'école la majorité de ses élèves. L'éducation
comprenaient principalement les études religieuses, mais la plupart des garçons ne dépassaient pas le stade de l'école coranique. Quelques-uns avaient la possibilité d'aller étudier à la mosquée sous la direction des ulama, des érudits. Donc, ça, quand vous lisez par exemple la vie des ulama, par exemple, Cheikh Sanoussi, Ibn Zaro, Ahmed Ben Zakri, vous allez trouver que Kamel Hadou, les savants, ils avaient déjà fait des études, là, enseigné déjà la mosquée, Jamal Ekber ou dans d'autres mosquées, et après, Mchaoul al-Madrasa. Oui, alors l'éducation comprenait principalement les études religieuses, mais la plupart de ça, je l'ai déjà dit, l'étude du Coran. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc ces élèves, qu'est-ce qu'ils étudiaient les mosquées? Donc ils étudiaient par exemple l'étude du Coran, le Coran, le tafsir, le hadith, le fiqh l'islami, la loi musulmane. Donc ça c'était ces études ou là ces matières ou là ces enseignements avaient la première place. Et les autres matières occupaient une position tout à fait secondaire. Ça veut dire la philosophie, الشعر العربية, النحو, كل شيء زعما اللي نعرفهم, الحساب تاني les mathématiques. Voilà. Pendant cette période, Tlemcen acquit une réputation de culture, et quoique le champ des matières étudiées y fut moins étendu qu'à Fès ou Tunis par exemple, ses érudits et ses nombreuses lettrés attiraient les étudiants des provinces gouvernées par les Zianides, mais aussi de plus loin. Sous la dynastie des Zianides, la cité acquit son atmosphère intellectuelle propre. Puis elle assimila peu de la culture des régions extérieures du Maghreb, comme il a été souligné, et que la vie intellectuelle elle était beaucoup moins raffinée que dans l'Orient musulman. Ça c'est vrai, c'est-à-dire que les archives ou là, les documentations qu'on possède aujourd'hui, c'est qu'à Tlemcen ou là, même dans les autres, peut-être un peu plus dans les autres villes maghrébines, comme par exemple Fès ou la Tunis, les études قعدوا محصورين غير في العربيه زعما ما كانوش يقراو زعما ديانات ما كانوش يقراو par exemple d'autres sciences venues de d'autres pays من l'Occident mais ولا من البرس من ارض فارس ولا من ايران. Donc c'est parce que pour plusieurs raisons. Et l'une d'elles, c'est qu'à cette époque, l'Occident ما كانش متطور. Donc il n'y avait pas une science qui était la France ou l'Angleterre ou les États-Unis n'existaient pas. Les États-Unis, c'était en 1492 qu'ils ont découvert. Donc du coup, les sciences, justement, c'est que les chrétiens, ils venaient عندنا حنا المسلمين تلمسان الفاس الاندلس اكسترا باش يقراو alors donc du coup زعما العلوم نتاعهم كانت محصوره مي حنا on étudiait un petit peu la philosophie, on étudiait par exemple la science ou la des Grecs ou la الفلسفه ou la الحساب et tout, mais c'était aussi un développement. C'était l'arabe المسلمين ou là ils ont développé ça. C'est vrai, ils ont traduit les livres, c'était des traducteurs, mais aussi ils ont développé, ils ont optimisé. Par exemple, je peux vous citer Ibn Rushd Averroès, ce qu'il a fait par rapport à la philosophie des Grecs. Voilà. Donc la présence d'une riche cour encouragera aussi beaucoup le développement de l'industrie urbaine. Donc la première partie, les sciences, les études, l'enseignement, l'économie, le commerce. Donc l'industrie urbaine, elle fournissait un marché aux produits de luxe, dont quelques-uns étaient aussi exportés en Afrique subsaharienne. Les autres produits de l'artisanat urbain se vendaient aux bourgeois et au peuple de Tlemcen et aux paysans des campagnes voisines. Pendant la spécialisation n'était pas très poussée. Pourtant, la spécialisation n'était pas très poussée et toutes les villes, quelle que soit leur dimension, produisaient à peu près le même choix de produits de base. Donc néanmoins, étant l'un des plus grands centres urbains du Maghreb, Tlemcen comme Fès et Tunis avait à produire un choix plus varié de certains produits et ces articles étaient souvent distribués aux petites villes qui entouraient Tlemcen. Donc là, je vous envoie vers l'article que j'ai cité sur Wahran, sur le port d'Oran. Donc comment le port d'Oran a connu une prospérité, une très grande prospérité pendant la période zianide, parce qu'il y avait le port, donc il y avait les exportations de la marchandise ou là, des produits confectionnés sur Tlemcen, à Tlemcen. Je peux vous citer par exemple les Mérinides, les sultans Mérinides ne s'habillaient que de vêtements ou les portaient que des djellabas faits pas sauf Tlemcen, tellement c'était un produit de luxe.
Donc le textile était la branche la plus importante de l'industrie, ça on le sait. Donc ça a été, le textile a été très bien préservé jusqu'au XXe siècle. C'est-à-dire après l'indépendance que le textile a connu la pire période, voire que maintenant il n'y a plus de textile à Tlemcen. Quelques usines ou là le textile traditionnel, il a complètement disparu. Quelques artisans qui essaient un petit peu de faire renaître cette industrie, mais on fabriquait en grande quantité le tissu de grosse laine et les tisserands de Tlemcen. Contrairement à ceux des petites villes, fabriquaient aussi un tissu de laine fine, de la soie, du coton, du tissu mélangé laine et soie ou laine et coton. Aussi que les riches brocards. Donc, هادو كنت هضرت ثانيك في الارتيكل كنت هضرت لكم على البطانيات على الحنبل على البورابح على كامل هاد les couvertures de Tlemcen. Je vous envoie vers cet article qui est toujours disponible sur le groupe. Donc la laine était produit local, mais il fallait importer la soie et le coton. Donc le peinage de la laine, le filage de la laine, du coton et de la soie était effectué à la maison par les femmes et les familles urbaines pauvres. Les tissus étaient tissés dans leur couleur naturelle, mais il existait aussi une industrie teinturière florissante qui produisait les fils de différentes couleurs en utilisant des colorants minéraux ou végétaux du pays. La broderie d'or et d'argent fait en principe l'œuvre des femmes de la bourgeoisie qui travaillaient chez elles. Donc, tel et tout, donc la broderie d'or. Donc l'industrie urbaine avait une autre branche bien développée dans le tannage et le travail du cuir. Le cuir provenait de la peau du mouton, de vache, de chèvre et parfois de chameau. Et dans plusieurs tanneries, des ouvriers spécialisés coloraient les cuirs à l'aide de colorants locaux. Ces cuirs étaient alors vendus par les tanneries aux cordonniers, leurs principaux clients, mais aussi à des fabricants de selles, de harnais, de ceintures et de sacs. Comme la broderie sur tissu, la broderie sur cuir était effectuée à la maison par des femmes. Donc la construction, donc là on va passer sur un autre groupe, sur un autre type d'industrie. C'est la construction. La construction était une autre industrie importante. Les carriers, d'abord, chauliers, fabricants de briques et de tuiles, de menuisiers pour les portes et les fenêtres, l'assemblage des plafonds et des poutres, les forgerons pour la ferrure, et dans les habitations plus luxueuses, les maçons spécialisés, les tailleurs de meubles, les poseurs de mosaïques, les sculpteurs sur bois. Alors, juste à titre de comparaison, c'est que Tlemcen, parce que souvent on compare Zilij à Tlemcen le Maghreb et tout, et ce qui induit les gens en erreur, c'est que qui choufou Sidi Boumedi. Qui choufou Sidi Boumedi, ah c'est un style mérinide. Non, c'est pas un style mérinide, oui, c'est fondé par les mérinides, mais tout a été fait par des main-d'œuvre tlemceniens. Zilij qui existe, Zilij, je peux vous donner la preuve, des photos le prouvent. Les photos de Madrasat Tchfiniya, à l'époque, prouvent que, par exemple, Zilij, qui a été trouvé dans Madrasat Tchfiniya, il ressemble beaucoup à celui de Sidi Boumedi, Sidi Haloui, ce qui prouve comme quoi Tlemcenien avaient leur propre création. Mais on imagine mal que les Mérinides pour fonder ces mosquées pour faire ça. Non, il y avait la main d'œuvre locale, donc c'était moins cher, c'était beaucoup plus facile à exploiter ou là à utiliser cette main d'œuvre locale pour l'édification ou là pour la décoration de ces monuments tlemceniens fondés par les rois ou là, durant la dynastie des Mérinides. Donc ça c'est très important, la différence bien quelque chose qui a été fait durant la période et par qui. C'est pas la même chose. Hein. Le mot assis ou la libnaha, c'est pas la même chose. Il y a aussi par exemple le masjid Sidi al-Banna. Sidi al-Banna, avec la mosquée qui se trouve sur Qisariya, ou là ce qu'on appelle le fils de l'architecte. Le Banna, ça veut dire le maçon ou l'architecte. Donc, son père était de Marrakech, Aslam de Marrakech, mais il s'est installé à Tlemcen. Donc, c'était un mathématicien connu, j'ai fait une publication dessus, vous allez la trouver sur le groupe. Et il a mis qu'on l'a appelé Sidi al-Banna. وهذا سيد البنا كانوا الناس بزاف les maçons réputés, les artisans d'excellent savoir-faire كانوا يمشيو تما يصليو. Et comme par hasard, comme je viens de le dire, que chaque quartier avait son propre jama, son propre artisan, ses propres commerces et tout. Donc هذاك الجامع il rassemblait la crème les artisans, la crème les maçons, les constructeurs, les bâtisseurs de Tlemcen. Donc les riches, les familles bourgeoises de Tlemcen كانوا يمشيو تما
pour rentrer en contact avec les maçons. C'est très très important les informations parce qu'on a l'impression que jamais, et ça aussi, ça nous envoie vers une autre idée comme quoi jamais, oui, c'était pour la prière ou là pour des études, mais aussi c'était un lieu de rencontre où une nest là, où une nest à l'échange, où une nest elle peut commercer, etc., etc. Donc ça c'est les constructions. Donc le quatrième groupe d'industrie concernait la fabrication d'outils et d'équipements à l'usage non seulement des citadins mais aussi des populations rurales voisines. Il y avait des forgerons, des tourneurs de bois, des fabricants de pelles, fourches, charrues, métiers et rouets. Il y avait des tonneliers et des cordiers. On ajoute par exemple, on peut ajouter à cette liste les industries manufacturières d'objets domestiques, les potiers, les vanniers, soudeurs, chaudronniers, armuriers. En revanche, il y avait très peu d'industries alimentaires. La plupart de ces produits étaient faits à la maison. Et ça, c'est vrai. C'est que il n'y avait pas, par exemple, à l'époque, tout dépend de l'industrie ou la technologie qui était sur place à cette époque. Mais par exemple, ما كانش كاين oui, كان الفران et tout كان يطرح et tout, mais il n'y avait pas par exemple les conserves ou là ما كانوش زعما ما كانوش ils produisaient par exemple des nouvelles épices ou là des nouvelles sortes de denrées alimentaires ما كانش كاين هاد الصوالح ولا كان قليل ولا كانوا يخدموا surtout في الدار il optimisait, il faisait des choses pour la maison ou là pour les gens pour les familles voilà. Pour ce qui est de l'organisation de l'industrie, chaque unité ou entreprise était de petites dimensions, parfois limitées au propriétaire, c'est-à-dire le ma'allim. Plus généralement, elle comprenait entre 2 à 10 ouvriers et apprentis regroupés autour du propriétaire. Rares étaient les établissements plus larges où le propriétaire qui a l'habitude de travailler avec les employés n'était pas riche. Parfois aussi, l'artisan travaillait seul dans une petite échoppe ouverte sur la rue ou dans des établissements plus importants qui abritaient plusieurs ouvriers. La journée de travail était réglée sur le nombre d'heures de plein jour, mais aussi en compte tenu de nombreuses fêtes religieuses et de fêtes officielles pour l'avènement d'un nouveau sultan ou pour la célébration d'une grande victoire et des cérémonies familiales, mariage et naissance, le nombre annuel des journées de travail se trouvait considérablement réduit. On a estimé par exemple que les artisans marocains à Fès travaillaient 200 jours par an. C'est pas beaucoup, c'est rien. Et pourtant, l'industrie, elle était très très florissante, c'est ça. 200 jours par an, pendant une moyenne de 6 heures par jour. Donc la mécanisation était réduite ou nulle et les produits de l'industrie urbaine étaient faits à la main avec des outils qui n'avaient pas changé depuis des siècles. Les seules exceptions en matière étaient la minoterie où l'on employait parfois la force hydraulique et les huileries où un animal était souvent employé pour tourner les meules qui pressaient les olives. Les techniques industrielles étaient des secrets jalousement gardés et transmis au cours des siècles par les artisans aux apprentis. Donc voilà. Ensuite, donc, peu d'artisans vendaient directement à l'acheteur. Plus généralement, les produits de l'industrie locale se vendaient par l'intermédiaire de négociants et de boutiquiers. Donc ça, je vous envoie aussi vers le livre où j'ai parlé sur le barrah, dans les sourds, les kaniayat, etc. Et pour éviter la concurrence bien les magasins. Donc c'était très bien réglementé, très très bien organisé. Donc, le négociant et le boutiquier n'avaient pas de fournisseurs réguliers, ils approvisionnaient à l'heure fixe tous les jours ou une fois par semaine selon le volume des ventes. Quoique, pauvre, l'artisan, patron ou ouvrier avait sa place dans la société urbaine, comme a été signalé. Donc, pour cela, j'aimerais citer un petit texte. Tiens, un certain qui s'appelle Le Tournon en 1957 qui a décrit à peu près la vie industrielle à Tlemcen et dans lequel il nous livre un très beau passage que j'ai relevé pour vous. Donc il a donc sur l'artisan et l'ouvrier, il a le sentiment de tenir une place dans la cité où le travail manuel n'est pas considéré comme une activité inférieure, mais bien comme une activité sur le même plan moral et que les autres. Ceux même qui exercent un métier moins considéré que d'autres, comme les égoutiers ou les porteurs d'huile, ne sont point du tout regardés comme des parias. Ils participent à la dignité inhérente à tout travail, on commence comme les autres, leur honneur professionnel et accomplissent leurs tâches avec beaucoup de conscience et de sérieux.
Donc voilà à peu près sur l'organisation du commerce, l'organisation politique, la structure du pouvoir zyanide et aussi la structure de la société tlemcenienne. Donc je vous ai donné, ça sera la première partie. Donc la prochaine fois, je vais aborder la deuxième partie où on va plus parler d'un point de vue économique, parce que c'est ça, c'est l'économie, c'est le commerce, c'est le business, c'est ça qui fait la prospérité d'une ville. Si elle bouge, il faut que ça bouge, il faut que ça tourne, il faut que les gens arrivent, ils viennent, ils vendent, ils échangent, c'est ça qui donne, qui accroît et qui donne une prospérité à une ville ou à une région donnée. Donc la prochaine fois, on va continuer sur le même sujet. Et comme je l'ai dit, je vais pas encore aborder la chute de la dynastie zyanide parce que je trouve qu'il est utile, très utile qu'on s'arrête sur ces faits historiques, ou là il faut qu'on s'arrête sur ces aspects historiques de la dynastie zyanide pour comprendre pourquoi cette dynastie elle a progressé, pourquoi elle a prospéré et pourquoi elle a duré à peu près 3 siècles et malgré les conflits politiques au niveau de la couche royale. Donc merci beaucoup pour votre écoute. Donc je vous rappelle aussi, marhaba bikoum pour les questions, j'essaierai d'y répondre et marhaba bikoum في groupe ou là sur la page. Et si vous avez la moindre suggestion ou la moindre remarque, n'hésitez pas de me contacter et je serai, Inch'Allah, je ferai le nécessaire pour répondre, si j'ai la réponse, bien sûr. Salam alaikum et je vous dis à la prochaine. Slama, ala khair.